pour votre présence ici ce soir. Cette soirée est dédiée à nos partenaires. Bien sûr, je ne peux pas tous les citer individuellement, mais je tiens à les remercier chaleureusement. Je mentionnerai simplement que Monsieur le maire d'Angers, Monsieur Christophe Béchu, nous rejoindra tout à l'heure. Je le remercie d'avoir pu se libérer malgré un emploi du temps très chargé, ce qui témoigne de la qualité du partenariat que nous avons depuis toujours avec la ville. Je me tourne maintenant vers Madame Autissier pour lui dire toute notre admiration pour son courage sur mer et maintenant sur terre. Certains ignoraient sans doute parmi nous que vous avez une formation d'ingénieur agronome. Vous êtes connue en tant que navigatrice solitaire, avec les succès que l'on vous connaît, en particulier d'être la première femme à avoir accompli un tour du monde en compétition, c'était en 1991, si je ne fais pas d'erreur. Mais vous êtes également l'un des porte-drapeaux de la sauvegarde de notre planète, notamment en tant que présidente pour la France du Fonds mondial pour la nature, plus connu sous le sigle WWF, surmonté du panda, et ce, depuis bientôt 10 ans, 9 ans je crois très exactement. Pour terminer, je souhaite faire une référence à l'actualité de ces derniers jours concernant le réchauffement climatique. Le dernier rapport du GIEC, Groupement intergouvernemental d'experts sur le climat, est très clair. Les activités humaines ont fait augmenter la température moyenne de la surface de la planète de 0,8 à 1,2 degrés depuis l'ère pré-industrielle. Ce que l'un des 5 principaux magazines d'actualité a résumé la semaine dernière en titrant « Le thermomètre mondial a pris 1 degré en 120 ans ». Donc, la température s'est élevée d'1 degré depuis que notre école a été créée. Cela dénote, s'il en était besoin, l'urgence de la situation et l'urgence pour moi, Madame Autissier, de vous inviter à venir nous rejoindre sur cette scène. Merci beaucoup de votre attention. Merci Monsieur Gantier pour cette entrée en matière. Bonjour Isabelle Autissier. Bonjour à toutes et bonjour à tous. À vos côtés se trouvent Maëlle, Victor, Quentin et Angélique, 4 étudiants qui interviendront au cours de la conférence. Et avec nous également, même s'il n'est pas sur scène avec nous, Gérard Berthelot, illustrateur et auteur de nombreux livres et de bandes dessinées, qui dessinera tout au long de la conférence et dont les dessins s'afficheront juste derrière nous sur l'écran. Je conserve la parole juste quelques instants avant d'entrer dans le vif du sujet avec vous. Comme vient de le mentionner Monsieur Gantier, le rapport du GIEC, effectivement, a une nouvelle fois lancé l'alerte sur les conséquences du réchauffement climatique. Selon les prévisions des climatologues, avec 1,5 degré de plus en 2040 et potentiellement 2 degrés de plus dès 2075, la biodiversité et les écosystèmes seront affectés de manière très concrète. Augmentation de l'intensité des vagues de chaleur et des risques de phénomènes climatiques extrêmes, perte de plus de la moitié de l'habitat naturel pour 18% des insectes dans le cas d'une augmentation de 2 degrés des températures mondiales, baisse de rendement des cultures céréalières, réduction des prix annuels de poissons de 1,5 million de tonnes à plus 1,5 degré. Ce ne sont que des quelques exemples parmi tant d'autres des conséquences attendues du réchauffement, mais tous affectent de près ou de loin le monde agricole. Ce sont ces enjeux importants que la conférence de ce soir entend aborder. Ces enjeux, le Fonds mondial pour la nature s'en saisit très régulièrement dans ses combats par la voix de sa présidente notamment. Isabelle Autissier, vous revenez d'ailleurs tout juste d'un voyage en Guyane où la Fondation s'est positionnée en défaveur d'un projet minier destructeur pour l'écosystème local. Là encore, c'est une action parmi tant d'autres que vous menez pour le WWF France.
Tous ces enjeux, des écoles comme l'ESA s'en saisissent également, de manière différente bien sûr, via par exemple la diffusion d'approches intégrant la notion de système et l'accompagnement à la transition agroécologique. L'agroécologie, je le rappelle, vise à prendre en compte conjointement les enjeux d'alimentation durable, de lutte contre le changement climatique et de préservation de la biodiversité et des ressources naturelles. L'ESA développe ainsi un axe pédagogique et de recherche sur les systèmes de production durable via notamment ces 5 unités de recherche sur le végétal avec le LEVA, sur l'animal avec l'URSS, sur la biodiversité et le paysage avec l'unité BAGAP, sur l'alimentation aussi avec le GRAP, et enfin sur l'approche économique et sociale avec le LARES. Avec tous ces terrains de recherche, il y a de quoi sensibiliser et préparer les prochaines générations d'ingénieurs agronomes aux défis de l'agriculture de demain. Isabelle Autissier, vous n'avez pas foulé les couloirs de l'ESA, mais vous avez fait des études d'agronomie et en parallèle de votre carrière de navigatrice, vous avez exercé en tant que professeur à l'école maritime et aquacole de La Rochelle dans les années 80. Pourquoi avez-vous fait ce choix justement de devenir ingénieur agronome ? Parce que j'avais en tête de me rapprocher de l'océan, moi qui suis une petite banlieusarde, et que j'avais la chance de pouvoir faire des études supérieures. Et que quand je combinais tout ça, ça faisait des études supérieures tournées vers l'océan et vers la vie d'une manière générale. Et donc, j'avais détecté que à l'agro de Rennes, il y avait une spécialisation d'Alieute. Donc, je me suis dit, ça c'est pour moi. Et donc, ben voilà, comme vous toutes et vous tous, je me suis mis au boulot et j'ai adoré, c'est vrai, j'ai adoré aussi bien d'ailleurs la prépa que le moment que j'ai passé à l'école. Je crois que c'est la chance aussi de ces écoles d'avoir des cursus qui touchent, et vous l'avez bien dit quand vous avez présenté les sujets les grands thèmes de recherche, qui touchent tout le vivant, ce qui est quand même pas rien. Mais aussi l'implication des hommes dans le vivant, donc tout ce qui est de l'ordre aussi de la sociologie, de l'économie, voilà. Et moi, je me suis très bien sentie dans cette école. C'est vrai que mon parcours après a été légèrement sinueux et peut-être pas très habituel, mais comme quoi l'agronomie mène à tout. Et du coup, quand vous étiez enseignante ou chercheur plutôt, sur quoi est-ce que vous avez travaillé dans vos travaux de recherche ? Je précise que l'halieutique, pour ceux qui ne seraient pas, c'est l'étude des océans et de la vie marine. Et de la vie marine, c'est ça. J'ai commencé donc aux côtés d'Ifremer, enfin plutôt de l'ancêtre d'Ifremer, qui s'appelait l'Institut des pêches, avec des études assez focalisées sur la question du rapport entre la modification des règlements de pêche, et entre autres à l'époque c'était l'augmentation de la taille des mailles des chaluts, surtout à langoustine, et puis les conséquences biologiques et les conséquences économiques que ça peut avoir. Donc essayer de voir comment est-ce qu'il fallait, déjà à l'époque on se posait ces questions-là, essayer d'arbitrer entre une pression de pêche qui était déjà à l'époque trop importante, et puis les conséquences. Et puis j'ai travaillé après sur une étude de modélisation des pêcheries du golfe de Gascogne, où il s'agissait d'aller regarder un petit peu tout au long de cette côte française, qui est quand même de Brest à Bayonne, extrêmement riche, variée, diversifiée. Comment est-ce que les différentes activités de pêche s'intégraient et comment est-ce qu'elles pouvaient, par moment, justement, se pénaliser les unes les autres, parce que certaines activités impactaient, par exemple, des stocks de jeunes poissons que pêchaient d'autres communautés de pêcheurs. Enfin voilà, tout ce qui est. Et puis effectivement, après, j'ai basculé dans l'enseignement. Je dois avouer que c'était de manière très. Parce que j'ai commencé à faire de la course et que quelque part, l'enseignement m'offrait des possibilités d'échappatoire et d'avoir aussi du temps pour mener mes projets de course large qui débutaient. D'accord. Justement, à la fin des années 80 et puis dans les années 90, vous avez mené une carrière de navigatrice au palmarès qu'on connaît très fourni.
Vous êtes notamment la première femme à avoir fait le tour du monde en compétition en 1991. J'avais envie de vous demander, est-ce qu'à ce moment-là, dans les années 80-90, on parlait déjà de réchauffement climatique de façon comme on en parle aujourd'hui? Ah, bien sûr que non. J'en doute pas. Bien sûr que non, ça ne vous a pas échappé. Enfin non, il y en a beaucoup ici qui sont trop jeunes. C'était une histoire d'écolo. Et se faire traiter d'écolo, c'était presque un gros mot. C'est-à-dire qu'on vous expliquait, il n'y a encore pas si longtemps que ça d'ailleurs, hein, qu'on n'allait pas retourner dans les cavernes avec des bougies. Et donc c'est vrai que... mais je crois aussi que moi-même, je suis la première à le reconnaître, moi j'avais pu mesurer concrètement sur le terrain, en particulier sur la pêche, ces questions, je dis par exemple déjà de surpêche, hein, ces questions où finalement, au lieu de faire avec la nature dans le sens de la nature et de prélever que, entre guillemets, les intérêts de ce que la nature nous offrait tous les ans, on était en train de grignoter le capital, donc ça je l'avais déjà bien vécu concrètement. Mais à l'époque, c'était totalement confidentiel que ces questions de réchauffement climatique. Il y avait déjà quelques scientifiques qui commençaient à se poser les questions parce que c'est une notion qui date de la fin du 19e siècle. Hein. On a commencé à penser à ça très tôt, mais à l'époque, c'était oui, totalement confidentiel. Oui, c'est ça. Et du coup, est-ce que pendant vos navigations elles-mêmes, est-ce que vous voyez déjà à l'époque des signes de ce réchauffement, ou est-ce que c'est venu plus tard, ou pas d'ailleurs, parce que ça peut être aussi très invisible. Alors ça ne se voit pas. Vous l'avez dit, en moyenne, la planète a pris 1 degré en 150 ans. Quand vous naviguez, vous ne le voyez pas. La mer n'a pas changé de couleur. C'est pas comme si les petits graphiques, vous savez, où c'est plus ou moins rouge. Là. La mer n'est pas devenue rouge. Donc c'est parfaitement invisible. Et comme toujours, les choses invisibles, évidemment, sont les choses les plus dangereuses. Parce que justement, comme on n'a pas sous les yeux les conséquences, eh ben, on a tendance à les nier, en tout cas à passer à côté, à ne pas les voir. Évidemment, ce qu'on peut constater quand on est marin, c'est quand même globalement une évolution vers des phénomènes qui sont souvent de plus en plus violents en termes maritimes, en termes de vent, de tempête, pas forcément plus nombreux, mais en général plus violents. Donc ça, c'est un peu, on va dire, une moyenne. Et puis moi qui navigue maintenant beaucoup dans les pôles, alors là, pour le coup, c'est très, très visible. J'arpente régulièrement et le Grand Sud et le Grand Nord. Et là, les conséquences, vous savez que le Grand Nord se réchauffe en moyenne 2,5 fois plus vite que le reste de la planète. Donc il a déjà gagné 2,5 degrés. Et là, c'est incroyable. Enfin, c'est très, très net. Et oui, en effet, vous avez dit que vous étiez à la fois admiratif du courage et de l'ingéniosité des hommes de l'Antarctique et à la fois aussi choqué de leurs pratiques, parfois. On parle par exemple de l'exploitation baleinière, entre autres choses. Et en 2003, vous avez fondé l'association Pourquoi pas l'Antarctique. Début 2006, vous partez d'ailleurs en expédition sur un voilier avec l'écrivain Éric Orsena. Vous en revenez avec un film et un livre qui s'appelle Salut au Grand Sud. Est-ce que pour vous, ce moment-là, c'était aussi une étape, une façon de commencer à vous engager de façon plus formelle vers la préservation de ce milieu ? Oui, sûrement ça a été une façon de commencer à retranscrire un certain nombre de choses que je pouvais ressentir, ou puis je suis comme vous tous, je me suis aussi nourrie de la documentation scientifique, de témoignages, de beaucoup de choses. Et il y a un moment donné, on se dit, bon, il faut que je prenne ma part dans cette histoire. Et la part, elle peut aussi être par le témoignage, par porter des sujets dans un débat public, on va dire, et ça correspondait beaucoup à ce moment-là, effectivement. Et pourquoi est-ce que c'est important pour vous personnellement ? Est-ce que vous vous sentez un peu investi d'une mission ? Non, je ne suis pas missionnaire, et je ne crois pas au dérèglement climatique parce que ce n'est pas une religion. Je suis comme vous tous ici dans cette salle, je suis une scientifique, et donc je regarde les faits, je regarde les chiffres, et je regarde les tendances. Et tout ce que ces faits, ces chiffres et ces tendances nous disent, c'est que nous sommes en train de changer le monde. Et que le monde que nous préparons aujourd'hui, si nous continuons sur la lancée sur laquelle nous sommes actuellement, est un monde qui sera très peu accueillant pour les hommes. La planète, moi je ne sauve pas la planète, elle s'en fiche. La planète a été un caillou stérile à un moment donné, il y a pas mal de milliards d'années quand même, mais
Elle le redeviendra peut-être, j'en sais rien, mais ce qui m'importe, c'est nous. C'est nous les humains. Et quand on a dit tout à l'heure que donc, la Terre avait pris depuis 120 ans 1 degré, nous sommes en train d'accélérer puisque aujourd'hui ça va 3 fois plus vite. Et que la génération qui risque de voir le dérapage climatique, qui risque de voir une Terre à plus de 2 degrés, c'est-à-dire au bout d'un moment on ne sait plus si ce sera 3, 4, 5, elle est née, elle est là. Ce sont vos neveux et nièces, vos enfants, vos petits-enfants, ils sont là, ils sont déjà nés. Donc on ne travaille plus pour les générations futures. Et donc je pense que, bien sûr, on a tous cette responsabilité collective de faire en sorte que nous gardions une planète accueillante pour les hommes. Parce que c'est ce que nous sommes en tant qu'espèce. Et la préservation, j'allais dire, de nos conditions de vie et de nos conditions de bien-être, c'est le ciment de notre vivre ensemble. C'est pour ça qu'on a fait société. C'est pour ça qu'on est là. Donc voilà, je crois que moi je prends évidemment, comme tout le monde, ma petite part. Je ne ferai pas tout, je n'ai pas de baguette magique, personne n'en a, mais ce que je sais, c'est que tout le monde a un petit bout de la baguette magique, un petit bout de l'étoile qui est au bout de la baguette magique, et tout le monde peut activer ça, et qu'au fond c'est comme ça. Et souvent, j'aime bien dire que la bonne nouvelle, c'est que ce réchauffement climatique est dû aux hommes. La mauvaise nouvelle, ce serait qu'on n'y soit pour rien, que ce soit le bon Dieu qui sera en colère, que ce soit une comète qui passerait trop près, que ce soit des choses sur lesquelles on n'aurait pas de prise. Mais justement là, nous avons une prise puisqu'il s'agit de l'action des hommes, il s'agit tout simplement de notre organisation économique, politique et sociale, qui est quelque chose que nous avons construit ensemble, donc on peut construire autre chose, il n'y a pas de problème. Et on va y venir bientôt. Comment est-ce que vous avez construit ce début d'engagement, justement? Comment est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure de votre parcours? C'est vrai que pendant que je faisais de la course au large, on va dire que j'avais peut-être un petit problème d'emploi du temps, parce que c'est légèrement chronophage. Alors après, je m'engageais de manière plus, on va dire, plus light en termes de timing, mais j'ai souvenir d'avoir fait à l'époque avec Nicolas Hulot, qui portait tout un projet qui s'appelait « La mer n'est pas une poubelle ». Donc voilà, vous voyez, déjà à l'époque, parce que ça fait quand même quelques décennies, on va dire. Voilà, donc je m'engageais un petit peu comme ça. Et c'est vrai que pour moi, le virage s'est pris quand j'ai arrêté la course au large. Et je me suis dit, bon, ben voilà, maintenant, page blanche, je fais quoi? Et de fait, au tournant des années 2000. Tournant des années 2000, absolument. Et là, je me suis dit, voilà, forcément, obligatoirement, il y a une partie de mon temps qui va être consacrée à prendre ma part vous dans cette pas affaire. Dit que vous alliez reprendre votre casquette de professeur ou de chercheuse? J'aurais pu. Après, peu importe, j'allais dire la manière dont on fait les choses. Là où on est, on peut tous faire quelque chose. Donc, il s'est trouvé que mon appétence personnelle, c'est plutôt resté du côté de la navigation et puis après de l'écriture et puis après un certain nombre de choses. Et puis que j'ai été amenée à commencer à travailler avec le WWF, puis à en devenir présidente, et que aujourd'hui, même si c'est un bénévolat, c'est quand même au moins 2 jours par semaine, voire 3. La semaine dernière, c'était même 7. Mais tout ça est passionnant. Mais voilà, j'ai construit les choses un peu. J'ai eu cette chance aussi de pouvoir construire un peu ce que je voulais être et ce que je voulais faire dans ma vie. Donc tous les matins, je me dis que c'est merveilleux. Voilà. Et donc depuis 10 ans, en tant que présidente du WWF, vous participez donc à cette lutte contre le réchauffement climatique. L'agriculture et la pêche font forcément partie des sujets sur lesquels vous travaillez. En quoi est-ce qu'il y a urgence à la fois sur la Terre et sur les océans? Écoutez, je crois qu'on a déjà évoqué ça. En quoi est-ce qu'il y a urgence? Parce que ça change très vite et que bien sûr... le climat, c'est quand même ce qui a permis l'épanouissement d'une certaine stabilité de la vie sur Terre, donc des plantes et des animaux par exemple, et donc ce qui a permis aux hommes de construire des sociétés à partir de cette stabilité. En gros, le climat s'est extrêmement peu réchauffé depuis les quelques centaines de derniers milliers d'années. Il y a eu des petites variations, mais maximum d'1 degré justement, donc là on est borderline. Mais globalement, c'était quand même assez stable. Et donc, on a pu construire des agricultures et la déstabilisation de ce fondamental-là, qui est le climat,
vous le savez tous, hein, quand on parle de déstabilisation du régime hydrique, donc avec des zones de sécheresse, avec des zones au contraire de pluie diluvienne, quand on parle des épisodes de chaleur. Enfin, je vous renvoie à l'étude qui avait été pilotée par Jean Jouzel il y a 3 ou 4 ans, si je ne m'abuse, qui décrit très précisément pour la France les conséquences du réchauffement climatique. C'est un petit opuscule qui doit encore se trouver, enfin qui fait une centaine de pages. C'est vrai qu'on voit que si on fait le business as usual, dans le sud de la France, ça va être +5. Quelle agriculture va pouvoir s'adapter assez vite et comment est-ce qu'on va faire quand on aura le climat du Caire? Donc voilà, donc évidemment, on comprend tous. Sur la question de la pêche, c'est à peu près pareil. Parce qu'en mer, les modifications, qui sont évidemment les mêmes que sur Terre, font qu'il n'y a pas de barrière en mer. Donc par exemple, le plancton, il déménage, hein, il va chercher des conditions qui lui sont plus favorables, donc il monte vers le nord pour nous, dans notre hémisphère. Un certain nombre d'espèces de plancton font plus de 50 km par an. Donc vous comprenez bien que quand le plancton commence à bouger, toutes les espèces bougent. Il y a quelques années, on a commencé à avoir du maquereau en Norvège. Alors tant mieux pour les Norvégiens, ils sont mis à pêcher du maquereau. Maintenant, le maquereau arrive au Spitsberg. Donc ça, c'est, j'allais dire, plutôt bénéfique. Mais ce qu'on voit pas, c'est que, par exemple, d'un autre côté, la ressource principale aujourd'hui quand même des Norvégiens, ça reste la pêche à la morue, que la morue est en train aussi de migrer vers le nord, puis qu'à un moment donné, elle ne pourra plus parce qu'il y a des grands fonds. Et que donc, elle aura plus son écosystème, parce que c'est des poissons qui vivent près du fond. Donc jusqu'à quelques centaines de mètres, ça va, mais quand on va arriver dans les fosses de 2000 mètres, ça ira plus. Donc on verra des effondrements. En fait, c'est la grosse, d'ailleurs, difficulté aujourd'hui du vivant, c'est qu'on va avoir des moments d'effondrement d'un certain nombre de populations, on le voit déjà, et que là, ça va être très très compliqué parce que les écosystèmes, ils résistent pendant un certain temps. En fait, les écosystèmes, ils tiennent parce que il y a une multiplicité de relations entre les différents éléments de l'écosystème. C'est ça qui fait leur résilience. Moi, j'aime bien l'image du Mikado. Si vous enlevez une à une les petites épines de bois que forme le Mikado, quand vous en enlevez une ou deux, il ne se passe rien. Et puis à un moment donné, boum, tout se casse la figure. Et j'ai peur qu'on vive ça du point de vue du vivant. Dans tout ça, évidemment, le secteur agricole a son rôle à jouer, notamment via différents leviers. D'un côté, il est le deuxième secteur émettant le plus de gaz à effet de serre, mais de l'autre, il ne faut pas oublier aussi qu'il est lui-même impacté par ce réchauffement climatique, évidemment. Donc le 8 octobre dernier, suite au rapport du GIEC, le WWF France indiquait dans un communiqué de presse qu'il était, je cite, indispensable d'engager une transition écologique profonde de nos sociétés dans la prochaine décennie à travers une décarbonation des secteurs clés de l'énergie, des transports et de l'agriculture. Pourquoi cette décarbonation du secteur de l'agriculture vous semble indispensable ? Vous l'avez dit, parce que l'agriculture, que ce soit au niveau français ou au niveau mondial, est le deuxième contributeur à l'effet de serre. Donc ça ne peut pas continuer comme ça. Et si on a cet état de fait, c'est parce qu'on s'est concentré sur un type d'agriculture qu'aujourd'hui on appelle, je ne sais pas, conventionnelle, si vous voulez, qui est une agriculture extrêmement émettrice, ultra mécanisée, donc forcément très émettrice, qui aussi produit de par ses techniques culturales le relargage de beaucoup de CO2, qui a une composante donc dans cette agriculture élevage qui est quand même par exemple très tournée vers l'élevage de bovins, et on sait qu'aujourd'hui le modèle c'est qu'on coupe la forêt brésilienne pour produire les aliments de nos bêtes. Qu'on est dans une agriculture dont les intrants sont extrêmement émetteurs de gaz à effet de serre également. Une agriculture mondialisée, donc on promène les différents éléments de l'agriculture d'un bout à l'autre de la planète, ce qui est quand même pas génial non plus. Et enfin, dans une agriculture où on jette 30% de ce qu'on produit. Donc on produit d'un côté et puis on jette, donc entre les deux, évidemment, on a créé un effet de serre pour rien. Donc voilà, donc tous ces éléments-là nous font dire au WWF et peut-être d'autres encore qu'on abordera qu'on est aujourd'hui en situation de refonder un pacte agricole. Il y a eu un pacte agricole passé entre, je vais dire, la nation
et l'agriculture au sortir de la guerre, où on a demandé aux agriculteurs d'avoir un certain comportement et d'aller vers une certaine agriculture, ce qu'ils ont fait. Ils ont été accompagnés par l'État sous tout un tas de formes différentes, et entre autres par la formation. Aujourd'hui, on est au bout de ce modèle, pour tout un tas de raisons. Donc il faut repenser ce modèle, et il faut repasser un pacte agricole entre la nation et le secteur de l'agriculture, et il faut à nouveau soutenir, encourager, inciter, accompagner les agriculteurs à modifier ce modèle. Cette question, évidemment, de la décarbonation n'est qu'un aspect de ces changements que le WWF préconise. L'un de vos autres grands chevaux de bataille au sein de la Fondation, c'est aussi la lutte contre l'utilisation des pesticides. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Est-ce que vous connaissez aujourd'hui un agriculteur qui est fier dépendre des pesticides ? Est-ce que vous connaissez un agriculteur qui sort des bidons à tête de mort, qui s'équipe comme un cosmonaute et qui va répandre ses produits dans la nature sans avoir un tout petit peu, à un moment donné, une petite seconde de recul en se disant qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je crois qu'on en est là. Aujourd'hui, nous, en tant que WWF, on suit évidemment ces questions. On voit bien que là, on est aussi dans le mur. On est dans le mur pour la profession agricole et pour les maladies que ces produits ont développées chez les agriculteurs, qui en meurent aujourd'hui, et ça faut le dire, qui en meurent de cancers abominables et dans des souffrances, et des souffrances pour leur famille, donc ça, c'est pas acceptable, qui nous produisent une alimentation dans laquelle aujourd'hui, un enfant en moyenne va boulotter 40 pesticides différents dans la journée. Alors évidemment, tous en dessous du seuil, chacun individuellement, mais bien sûr avec des effets cocktails qui, on le sait, et toutes les études convergent, sont responsables en partie de tout ce qu'on appelle les maladies du siècle, de l'obésité, en passant par le diabète, y compris par un certain nombre de maladies comportementales. Et on voit bien qu'aujourd'hui, si la consommation du bio augmente de 15% par an, c'est bien parce que les citoyens veulent autre chose. Donc voilà, donc on est dans une logique où je dirais que quelque part la bataille des idées, en quelque sorte, la bataille de la preuve est gagnée. Maintenant, encore une fois, il n'est pas question de jeter la pierre aux gens qui ont agi dans un certain sens où on les a encouragés. Mais maintenant, il faut impérativement les aider à en sortir, quoi. Parce que c'est de leur santé qu'il s'agit, mais c'est de notre santé à nous qu'il s'agit aussi, quoi. Et donc, vous savez, moi j'ai fait l'expérience, hein, j'ai offert quelques-uns de mes cheveux à la science pour regarder. Moi j'ai dans mon corps à peu près une 50aine de pesticides différents, alors que je fais quand même pas mal d'efforts, hein. Et la plupart de ces produits sont en lien avec des activités que j'ai eues il y a 30 ans, puisque c'est stocké dans nos graisses, mobilisé ensuite petit à petit. Et donc le message, par exemple, que je délivre là-dessus, c'est aujourd'hui, si vous avez des bébés filles, ce que vous donnez à manger à vos bébés, c'est ce qu'elles transmettront à leurs enfants quand elles seront mères. Donc on est quand même sur des sujets fondamentaux. De fond et sur le long terme, oui. J'aimerais ici donc donner enfin la parole à un des étudiants qui doivent commencer un peu à s'impatienter, à nous écouter parler. Oui, ils sont très sages. Quentin Lamineau, tu es étudiant de 4e année dans une majeure production végétale et agroécologie. Et tu as une question justement sur cet enjeu lié aux pesticides. Oui, bonsoir. Du coup, j'aimerais rebondir un petit peu plus sur la partie gaz à effet de serre que vous avez évoquée tout à l'heure avec l'agriculture. Et j'aimerais avoir du coup votre avis sur, par exemple, la technique de d'agriculture de conservation des sols, qui prône un petit peu du coup la réduction du travail du sol et l'utilisation de couverts végétaux qui pourraient stocker du carbone. Du coup, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Et deuxièmement, vous parlez d'aider les agriculteurs à changer leur technique. Et j'aimerais savoir un petit peu plus concrètement comment aujourd'hui vous souhaitez les aider à faire évoluer leur technique dans le futur pour avoir du coup une agriculture un petit peu plus durable. Alors, je pense que toute cette agriculture de conservation des sols, elle est importante, hein, les 4 pour 1000, enfin tout ça, vous connaissez ça par cœur, je ne vais pas vous faire le pitch. Parce qu'effectivement, il faut redonner au sol la capacité à stocker du carbone, qu'ils ont en grande partie perdu. Donc ça, c'est un vrai enjeu.
Maintenant, l'enjeu que vous soulevez, je l'entends bien, sous la forme, oui, mais si on ne fait pas de labour, on est obligé de mettre des produits parce que sinon, on ne s'en sort pas. Ça va peut-être être votre boulot, ça, tiens, de trouver des solutions pour ça. Je pense que déjà, on peut réduire considérablement quand même. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas encore les solutions complètement miracles partout. Hein. Et donc, voilà, il faut essayer de jouer. Il faut se reposer, on en discutait ensemble avant la conférence, il faut se reposer des vraies questions d'agronomie. Et donc, c'est le lieu pour ça. Mais bien sûr, il faut redonner au sol leur capacité de stockage du carbone et en même temps, il faut aussi diminuer les intrants. Alors, comment on fait pour aider les agriculteurs ? Il y a beaucoup de méthodes et là aussi, vous êtes aux premières loges. Je pense qu'il y a une notion de formation qui va être très importante. Je pense que depuis 50 ans, une grande partie de la formation des milieux agricoles ont ignoré ces questions-là ou les ont mises un peu de côté. Moi, quand j'étais à l'agro, parler d'agriculture biologique, c'était un gros mot. Hein. Le directeur de l'école nous avait même refusé un amphi parce qu'on voulait un soir, en dehors de la classe, faire venir un agriculteur biologique pour qu'il nous raconte ce qu'il faisait. Et le directeur nous avait dit non mais c'est pas sérieux, on forme des ingénieurs agronomes ici, on forme pas des babas écolos. Donc vous voyez qu'on a quand même bien évolué. Et je pense que la question de la diffusion de ces modèles, de ces nouveaux modèles finalement agricoles va beaucoup passer par la formation et puis par comment dire ça. Tout à l'heure, vous parliez de toutes ces composantes aussi économiques et sociales. Par l'encouragement, l'échange, les plateformes. Souvent, les gens qui innovent se sentent un peu seuls. Et vous savez que dans le milieu agricole, des fois, c'est difficile. Quand dans un village, on est demandez aux gens qui font du bio depuis longtemps, ils étaient un peu, voilà, on disait mais alors ton champ il est sale, il y a plein de mauvaises herbes. Voilà, il y a tout un tas de choses qui font que, oui, il faut s'ouvrir l'esprit et il faut les accompagner sur ce chemin-là. Franchement, je pense que la question de la formation, elle est absolument centrale. Merci Quentin. C'est jamais facile de répondre en 3 minutes à des enjeux aussi complexes que sur ces modes de culture, etc. Il y a aussi un panel d'autres éléments, là encore, à prendre en compte. C'est le cas notamment du respect des écosystèmes locaux. Victor, toi aussi, tu es étudiant en 4e année, aussi en majeure production végétale et agroécologie, et tu as une question sur ce sujet-là. En effet, bonsoir, merci de me donner la parole. Je voudrais revenir donc, sur l'engagement de WWF donc pour l'agriculture biologique dans le monde, partout dans le monde. À ce niveau-là, on sait que l'agriculture biologique diminue sur les terres agricoles, diminuerait fortement les rendements partout dans le monde. Cela impliquerait donc que les pays fortement importateurs aujourd'hui cultivent une grande partie de leur alimentation. Et avec les modèles d'aujourd'hui, cela impliquerait donc l'implantation de cultures sous des climats et dans des sols pas forcément propices à leur croissance et à leur développement. Et cela pourrait mettre en péril certains écosystèmes. J'aimerais connaître donc la position de WWF sur ce sujet. Alors, on voit qu'il est en 4e année. Hein. C'est une question construite et élaborée. Absolument. D'abord, on est tous d'accord que l'agriculture, l'agriculture qu'il faut encourager, c'est l'agriculture qui tient compte de son milieu. C'est-à-dire de ses sols en surface, en profondeur, de son climat, de son hydrologie, de l'ensemble, on va dire, du vivant qu'il y a autour. Il faut construire là-dessus. Et à chaque fois qu'on essaye de s'éloigner de ce modèle-là, on arrive à des cultures qui vont à l'encontre, finalement, de... alors, est-ce qu'on a deux éléments? D'abord, vous avez raison qu'aujourd'hui, le bio pur est moins productif, on va dire. Encore une fois, jeunes gens, je vous en prie, mettez-vous au travail. Je suis sûre qu'on peut améliorer les choses. Et que effectivement là aussi l'agroécologie peut être aussi une forme, peut-être pas de transition, mais en tout cas une forme déjà qui va changer beaucoup de choses. Les terres on les gaspille incroyablement déjà.
Des terres, il y en a plein dont on fait. Aujourd'hui, je disais tout à l'heure, on gaspille 30% de la nourriture. Donc c'est des sols qui sont mobilisés pour faire quelque chose qu'on ne consomme pas. Pour tout un tas de raisons. Pour des raisons de stockage, de transport, etc. Mais aussi pour des raisons économiques et politiques. Et je vous rappelle quand même que parmi les gens qui meurent de faim, c'est essentiellement des paysans. Donc relocaliser une agriculture, c'est aussi permettre aux paysans de tous les pays du monde d'abord de se nourrir. Et ça, je crois que c'est fondamental, il ne faut quand même pas l'oublier. Donc relocaliser une agriculture, nous, tel qu'on le voit au WWF, c'est plutôt sur des, on va dire, comment appeler ça, des régions agricoles, des zones agricoles, qui vont permettre effectivement de retrouver une résilience plus locale, ou en tout cas régionale, et de ne pas être tout le temps dans les échanges. Deuxième chose, où est-ce aussi qu'on gaspille beaucoup de terre? Je suis désolé, c'est dans l'élevage. L'élevage aujourd'hui, là aussi, accapare pratiquement un tiers des sols, en ayant une émission de gaz à effet de serre considérable, et en particulier l'élevage hors sol, parce qu'il faut des milliers d'hectares pour faire du soja, comme je disais tout à l'heure, pour nourrir nos animaux. Donc voilà, donc là, il y a des paramètres à modifier. Il y a évidemment des paramètres sur la consommation, mais il y a aussi des paramètres sur ces enjeux de mondialisation qu'il faut arrêter justement, à mon avis, à notre avis, de penser que on va produire d'un côté des céréales, de l'autre côté du riz, un troisième endroit de la viande, etc. Je voudrais vous renvoyer à, vous devez la connaître, au travail qu'a fait l'IDRI, donc 10 Years for Agroecology, qui est très intéressant puisque ils ont fait un travail, on a un tout petit peu coopéré, mais c'est vraiment eux qui ont fait le boulot. Ils se sont intéressés aux pays de la communauté européenne. Et ils ont montré qu'en passant à une démarche agroécologique, on arrivait non seulement à nourrir les Européens avec une nourriture de meilleure qualité, mais aussi à garder un volume d'exportation qui permet d'éviter ce que vous disiez, de faire peser sur d'autres pays des contraintes en termes de sol, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Mais là, du coup, c'est en agroécologie, du coup, c'est pas encore en bio. Mais il y a les deux. Nous, ce qu'on dit, c'est que évidemment, on va dire le bio est une forme extrêmement aboutie. Je vous rappelle quand même que c'est ce qui s'est pratiqué dans l'agriculture pendant pas mal de milliers d'années. Donc le bio est certainement une forme extrêmement aboutie. Donc nous, on le soutient à fond. Mais on dit que l'agroécologie, ce serait déjà un progrès considérable. Et vous l'avez dit tout à l'heure, en termes de baisse des intrants, baisse des pesticides, en termes de réflexion, là aussi, sur une agriculture plus relocalisée, en termes de paysage et de biodiversité, en termes de... Voilà. On a déjà là quand même, si tout le monde se mettait à ça, franchement, on aurait déjà changé la face de l'agriculture. Juste parce que les systèmes donc, en agroécologie se reposent beaucoup justement sur la complémentarité culture-élevage. Et vous prenez en même temps du coup qu'on mange moins de viande. Donc là, les systèmes en agroécologie se retrouvent un petit peu bancals. Non, alors moins de viande. Nous on ne dit pas aux gens d'être végétalien ou vegan ou etc. Nous, on dit simplement aux gens d'en manger moins de viande. Mais d'ailleurs, c'est pas que nous qui le disons, c'est les médecins, par exemple. Qui considèrent qu'aujourd'hui, on a une alimentation qui est trop riche en protéines et que c'est pas bon pour notre santé. Donc ça tombe bien parce que, j'allais dire, ça nous permet aussi de développer des modèles où, de notre point de vue, effectivement, c'est pas sans bétail, mais c'est avec moins de bétail. Et surtout, avec du bétail avec des territoires sur lesquels on peut recycler immédiatement tout ce qui est déjection et dans lequel on est dans une sorte de système un peu fermé, où on ne va pas se retrouver à être obligé d'exporter des déchets, et malheureusement souvent en mer d'ailleurs, en ce qui concerne les nitrates. Voilà, donc nous ce qu'on prône, c'est la diminution. Et je sais pas, je crois qu'on y viendra après tout à l'heure sur les modèles alimentaires, mais aujourd'hui, globalement, au niveau mondial, c'est sûr que le niveau de production animale qu'on a, il est insoutenable. Il est parfaitement insoutenable. D'autant plus que la production de produits animaux, justement, représente 75% des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole. Merci. Merci Victor. Donc, outre cette question de préservation aussi des écosystèmes dont on parlait tout à l'heure, les défis de l'agriculture sont liés forcément donc à ces enjeux de population, de consommation, d'alimentation.
Dans un contexte où la population mondiale pourrait atteindre 9 milliards d'individus en 2050, c'est dans pas longtemps, nourrir cette population, c'est un défi considérable. Maëlle, toi tu es étudiante en 3e année d'ingénieur. Tu voulais justement aborder ce sujet. Oui, c'est ça. Bonsoir à tous. Effectivement, vous l'avez rappelé, l'agriculture, elle est controversée aujourd'hui à cause en tout cas celle qui est mise en place à l'échelle mondiale majoritairement, pour les impacts négatifs qu'elle a sur les agrosystèmes environnement. Cependant, cette agriculture, elle a été mise en place d'abord parce qu'on avait besoin de nourrir les gens. Et dans un contexte d'explosion de la démographie encore actuellement, est-ce que, à votre sens, il est nécessaire, au-delà de modifier nos pratiques culturelles d'élevage et de culture, de changer nos modes d'alimentation? Oui. Non, je vais développer un peu. Déjà, je vous rappelle quand même qu'en son temps, le rapport du Suter à la FAO avait quand même montré que l'agriculture bio, pour le coup, pouvait nourrir le monde. Hein. Donc, bon, on ne part pas de rien. Mais évidemment, et pour toutes les raisons que j'ai commencé à invoquer, un régime moins riche en protéines, parce que bien sûr, il y a la question carnée, mais il y a aussi les poissons sauvages. C'est à la fois meilleur pour notre santé et meilleur pour la planète et donc meilleur pour nous. Alors nous, au WWF, on aime bien être dans le concret. Donc on a fait une petite étude que vous trouverez sur notre site sur le panier de la ménagère. Voilà, alors on a pris le panier de la ménagère, papa, maman et 2 enfants. On sait très exactement ce que consomment les Français et on sait combien coûte par semaine ou par mois le panier de la ménagère. Et puis là-dedans, on a regardé qu'est-ce qu'on pouvait changer à la fois pour une meilleure nutrition des gens, donc avec des choses issues on va dire du corps médical, et aussi pour la planète. Et en gros, si on diminue à peu près de 40% la viande, d'à peu près autant le poisson, si on diminue énormément tous ces produits transformés, vous savez, tous les trucs salés, sucrés, enfin hyper salés, hyper sucrés, hyper pleins de tas de produits qui ont des noms très étranges. Donc si on diminue de manière importante ça, et qu'on revient, là aussi, d'un côté on revient à faire de l'agriculture, de l'autre côté on va peut-être revenir à faire de la cuisine. Ah, c'est sympa ça de faire de la cuisine. À ce moment-là, on diminue de manière considérable à la fois son empreinte en CO2 de ce fameux panier de la ménagère de plus de 30%, et on diminue aussi le coût pour les gens. Donc à ce moment-là, on peut se permettre de réinvestir dans des produits labellisés, alors peut-être qu'ils soient bio ou en tout cas certifiés, comme le poisson, comme un certain nombre de choses. Donc à panier égal, à argent égal, on peut manger mieux pour notre santé, mieux pour la planète. Donc c'est tout à fait possible. On ne demande pas aux gens, enfin nous en tout cas, après il y a des gens qui philosophiquement vont vous dire qu'ils ne veulent pas manger de viande, etc. Très bien, moi je respecte tout à fait ce que les uns et les autres pensent, mais en tout cas si on prend strictement du point de vue des gaz à effet de serre, du point de vue des intrants, etc., à argent égal, on peut vraiment changer notre alimentation. Et je vous assure que ça peut changer considérablement les choses. Vraiment, c'est un levier. Et vous savez pourquoi c'est un levier? Parce que nos comportements font levier sur les distributeurs, qui font levier sur les producteurs, et qu'on remonte la chaîne comme ça. Nous, ça fait 20 ans qu'on travaille avec Carrefour. Et pourquoi est-ce que Carrefour travaille depuis 20 ans avec le WWF? Parce qu'ils savent qu'on représente une vraie préoccupation de leurs consommateurs. Et donc on les amène petit à petit à arriver par exemple sur du poisson. Progressivement, on va arriver à 100% MSC, pardon, Marine Stewardship Council. Donc on essaye de faire bouger comme ça, mais pour ça, le comportement effectivement des citoyens que nous sommes, il est considérable. Et là, vous en parlez pour aujourd'hui, mais dans le cadre d'une augmentation démographique, est-ce que c'est adaptable? Ce qui est sûr, c'est que notre consommation actuelle n'est pas adaptable pour un modèle à 10 milliards ou 11 milliards de personnes. Ça, c'est certain. On ne pourra pas faire manger à 11 milliards de personnes un steak par jour. Hein. Enfin, voilà. Donc ça, c'est sûr que ça ne marche pas. Donc notre seule solution, effectivement, c'est de revenir à des régimes qui ont d'ailleurs nourri l'humanité pendant
des milliers et des milliers d'années, c'est-à-dire un régime basé plus sur l'association entre des céréales et des protéines végétales, qui existe encore d'ailleurs dans un certain nombre de pays. Donc voilà, et là on a tout ce qu'il faut pour être heureux d'un point de vue équilibre alimentaire. Donc il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Donc c'est obligatoirement, j'allais dire, vers là qu'il faut aller, puisqu'on sait que l'autre modèle n'est pas viable. On parlait de changer nos habitudes de consommation. Ça pose aussi en filigrane la question des conséquences de ces changements en matière de production et de consommation. Si demain on devenait tous végétariens, ce qui me paraît relativement improbable à court terme, qu'en serait-il de tous les emplois qui dépendent de l'élevage ou de la pêche? À ce propos, Angélique, toi aussi tu es élève en 4e année, cette fois en majeure transformation, et tu avais justement une question à ce sujet-là. Oui, bonsoir à tous. Donc, vous avez beaucoup parlé de la pêche au début de la conférence. Et dans ce contexte, WWF, vous avez mis en place le projet Fish Forward, donc depuis 2015, et qui vise à mettre en place donc, une pêche durable pour les écosystèmes et pour les hommes. Or, aujourd'hui, on sait que la pêche représente la première source de revenus pour plus de 800 millions de personnes dans le monde. Et je voulais savoir un peu votre avis sur ce point de vue-là. Est-ce que tout le monde peut s'y retrouver, les pêcheurs et l'augmentation de la résilience des océans? C'est surtout que quand il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de pêcheurs. Moi, je l'ai vécu très concrètement. Je suis arrivée à La Rochelle en 1981. On pouvait traverser le port à pied tellement il y avait de bateaux touche-touche, de bateaux de pêche. Allez aujourd'hui à La Rochelle, vous allez en trouver 10. Donc l'écroulement des ressources a provoqué malheureusement l'écroulement des activités économiques. Et c'est quand même très simple à comprendre. Donc aujourd'hui, sur les ressources que nous exploitons, sur les ressources marines exploitées, on considère que 90% des stocks sont soit surexploités, soit à la limite de la surexploitation. C'est en gros 30 et 60. Ça, c'est pas durable, mais c'est pas durable avant tout pour les gens et pour les pêcheurs et pour les transformateurs que vous avez évoqués. Donc, l'urgence, si on veut garder des emplois, c'est de gérer la ressource et de bien la gérer. Sinon, c'est sûr qu'on va dans le mur. Et malheureusement, on y est déjà d'une manière. Donc là aussi, c'est des questions de transition. Moi, je crois que s'il n'y a qu'un mot, j'allais dire, qui doit représenter notre échange de ce soir, c'est impératif d'organiser la transition. On ne va pas claquer dans les doigts pour faire remonter les stocks de poissons. On ne va pas claquer dans les doigts pour arrêter les pesticides. On ne va pas claquer dans les doigts pour faire ci ou ça. Mais il est urgent de s'atteler à changer maintenant et aller le plus vite possible, parce que plus vite on ira et moins on souffrira. Donc sur la question du poisson, oui, Fish Forward, c'est une campagne qu'on a fait sous l'égide de la communauté européenne, donc qui s'adresse à l'ensemble des pays européens et qui vise déjà à leur faire prendre conscience que, par exemple, aujourd'hui, par notre consommation excessive de poissons, nous pillons les ressources de pays pour qui c'est la seule source de protéines. Donc nous consommons, je suis désolée parce que c'est très bon le poisson, mais nous consommons environ 2 fois trop de poissons, puisque la date symbolique à laquelle toute la production française, on va dire, a été consommée, elle tombe maintenant à peu près au mois de mai en ce moment. Et après le mois de mai, toute la consommation jusqu'à la fin de l'année, c'est du poisson qu'on importe. À grand coût, évidemment, de carbone, parce que le poisson, ça se transporte par avion, enfin, je vous passe les détails. Donc ça, c'est pas viable. Donc il faut qu'on balaye devant notre porte, déjà, qu'on soit un peu plus raisonnable en termes de consommation, qu'on s'attaque, et c'est quand même déjà fait, à faire en sorte que la pêche européenne se porte mieux, que les stocks européens se portent mieux. C'est vrai qu'il y a eu un certain nombre d'efforts de fait qui commencent à porter des fruits, d'ailleurs, et de ce point de vue-là, la nature est bonne fille. Et si on veut justement garder des emplois ailleurs, parce que sinon ces emplois vont se tarir. Donc vous voyez, la question, c'est pas... En fait, quand on a affaire à des stocks sauvages, plus on augmente l'effort de pêche, plus on a de pêcheurs. Au bout d'un moment, moins on a de poissons et donc moins on a de pêcheurs. Donc il faut à un moment donné trouver l'équilibre, encore une fois avec cette image qui est un peu théorique, mais de consommer les intérêts et pas le capital, c'est-à-dire vous savez que tous les ans, c'est aussi le calcul que fait le WWF sur la question de l'empreinte écologique. Tous les ans, nous consommons les fruits de ce que la nature crée, que ce soit la pousse des arbres, le nombre de poissons et autres. Donc tant qu'on consomme que les fruits de cette croissance, ça va. Quand on commence à s'attaquer au capital, évidemment, au bout de quelques années, ça ne va plus. Donc je crois que c'est un raisonnement qui s'applique très très bien à la pêche.
Est-ce que tu voulais rebondir ou non? Ok. Donc merci Angélique. Bon, ça mériterait certainement de continuer à débattre pendant encore quelques heures. On va maintenant pouvoir donner la parole à la salle. S'il y a des personnes qui ont des questions. Alors, je vois une main qui se lève. Alors, il y a plein de mains. Il y a monsieur dehors. Bonjour, je suis bien sûr diplômé de l'ESA, administrateur et aussi navigateur, puisque on peut être agronome et ancien de la Marine nationale. Voilà. Alors moi je voulais vous poser une question, j'entends beaucoup quand même, je suis malheureux, c'est malheureux, un peu de lieux communs, et on est quand même une école un peu scientifique, il faut qu'on aille au fond des choses. Dire qu'il faut chercher, c'est bien, mais à un moment, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez parlé de transition, c'est très bien. Pendant la transition, comment on fait? Parce que nos agriculteurs, ils ont une pression sociale de dingue. Ils ont une distorsion de concurrence aussi, très forte. Et on continue à acheter avec zéro cahier des charges, alors qu'on leur impose un cahier des charges de production. Comment est-ce que WWF pourrait orienter un peu sa pression sur le consommateur, puisque le citoyen est derrière lui, sur le consommateur, parce que le consommateur, lui, n'agit pas, alors que l'agriculteur a beau répondre à des normes, ça va de toute façon pas satisfaire. Donc cette pression sociale qui fait qu'aujourd'hui on a du mal à avoir des agriculteurs qui s'installent, à avoir un taux de suicide des agriculteurs qui est important. Est-ce que le WWF s'en rend compte, cette pression qu'il met sur la production agricole et sur la mise au banc de tout un pan de production qui pourtant pourrait être là pour trouver des solutions, alors qu'il a plutôt des obligations immédiates qui tombent. Voilà. Et j'en profite pour vous souhaiter un bon anniversaire, Isabelle. Merci. Non, il ne s'agit absolument pas de mettre au banc des secteurs de la société, quels qu'ils soient. Je pense qu'on a tous notre forme de responsabilité, les agriculteurs comme les autres, mais ni plus ni moins. Donc ça, je crois que c'est bien clair. Nous, on s'intéresse aussi, justement, on travaille beaucoup avec les agriculteurs. On a travaillé avec l'Institut technique du bovin, on a travaillé avec un certain nombre de groupements agricoles pour essayer justement de voir dans le détail comment est-ce qu'on peut faire évoluer ces modèles. Et tout à l'heure, je parlais aussi je suis très sensible à ce que vous dites sur la question du suicide des agriculteurs. Bon, je ne sais pas jusqu'où on est allé pour comprendre ce qui se passe. Je pense que les agriculteurs, en partie, ils se suicident parce qu'ils ne gagnent plus leur vie. Et qu'aujourd'hui, si on prend l'ensemble des aides agricoles, c'est quasiment, c'est quasiment ce qui permet aux agriculteurs de vivre. Et ça, je pense que pour un agriculteur, c'est pas, c'est pas bien. Ils sont comme tout le monde, ils veulent vivre de leur travail. Donc je pense que là, il y a vraiment un souci comme ça. Et je pense aussi que justement, les agriculteurs souffrent aussi beaucoup du fait que maintenant, ils sont un petit peu mal vus. Hein. C'est vrai que en démontant, on va dire, le modèle dit classique ou peu importe le nom qu'on lui donne, il faut le faire. C'est pas les gens qu'il faut dénoncer, c'est les pratiques. Et c'est deux choses complètement différentes. Et par exemple, dans le travail, quand on a fait un travail sur ce que les citoyens français voulaient dans l'alimentation, on leur a aussi demandé s'ils étaient d'accord pour payer plus cher leur alimentation pour que les agriculteurs vivent mieux. 80% des gens sont d'accord pour mettre plus d'argent dans l'alimentation. Donc là, je crois que c'est aussi un signal qui est fort, quoi. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'air d'accord, mais bon, après, on pourrait échanger des chiffres, mais de fait, il y a beaucoup de gens qui revoient un peu leur propre modèle économique et qui vont revenir effectivement à l'achat d'alimentation qui va coûter un petit peu plus cher, mais encore une fois, qui va s'équilibrer par le fait qu'ils vont modifier leurs habitudes alimentaires. Donc au final, ils vont peut-être acheter du pain ou je sais pas quoi, ou des légumes un peu plus chers, mais comme ils vont manger un peu moins de viande, au final, ça va être transparent. Et moi, je pense que c'est ça qu'il faut aussi offrir aux agriculteurs, c'est une juste rémunération de leur travail, parce que moi, je suis très choquée du fait que les gens travaillent et qu'à la fin du mois, ils ont gagné 300 €. Quoi. C'est pas supportable, mais c'est pas supportable non plus d'imaginer qu'ils vivent que par des subventions. Donc à un moment donné, il faut que ces subventions puissent les aider à construire un autre modèle.
Donc la question de la transition, je ne dis pas qu'elle est simple, hein, ça c'est certain, mais je pense qu'elle est indispensable et je pense qu'elle va aussi créer un peu de mieux vivre chez les agriculteurs. Et si je voulais être provocatrice, allez, tiens, moi j'ai jamais vu, je ne vois pas de manif d'agriculteurs biologiques. Parce que globalement, ils vivent mieux, ils travaillent beaucoup. Mais globalement, en tout cas, en termes de modèle économique de la ferme, on va dire, ils s'en sortent beaucoup mieux. Ils dégagent beaucoup plus de revenus. Et en plus, ils font souvent plus d'emplois locaux. Donc, quelque part, ils participent aussi plus à la vie locale. Voilà. Donc on peut rentrer dans le détail des chiffres, mais globalement, quand même, je pense que voilà, en tout cas, je ne laisserai certainement pas dire que on cherche à stigmatiser des gens. Ça, c'est absolument pas vrai. On peut dénoncer et montrer les mauvais aspects de certaines pratiques, mais il ne s'agit pas des hommes. Et moi, je les fréquente beaucoup au Conseil économique, social et environnemental. Je travaille avec des agriculteurs toutes les semaines et on ne s'envoie pas des noms d'oiseaux à la tête. On essaye de travailler ensemble pour faire changer un peu les choses, quoi. Et juste une petite... vous avez dit tout à l'heure aussi, avant la conférence, que vous travaillez avec les distributeurs, qui sont aussi un maillon important de cette chaîne-là et qui sont aussi des parties prenantes dans tout ça. Comment est-ce que vous travaillez avec eux ? Justement, oui, c'est indispensable. Enfin, nous, tel qu'on a conçu notre travail en France, il y a 3-4 ans, on a fait un scoring des 25 entreprises françaises qui impactent le plus la biodiversité et le climat mondial. Donc ça nous a donné 25 cibles d'action, on va dire, 25 entreprises qui ont un effet de levier le plus considérable. Et là-dedans, il y a quasiment tous les grands distributeurs, forcément, puisque en tant qu'acheteurs, ils ont évidemment un impact extrêmement fort sur l'amont, sur les cahiers des charges, etc. Donc travailler avec eux, c'est vrai que ça a un effet de levier considérable. On a dans notre travail au WWF, on a le modèle du verre de champagne. Vous savez, on considère qu'il y a donc 9 milliards de citoyens. Ça, c'est le haut du verre de champagne. Après, il y a des centaines de millions, on va dire, d'entreprises. Ça, c'est la base. Et entre les deux, il y a 300 grosses boîtes. Donc ces 300-là, on est peut-être capable d'aller les cibler. Et eux, si on arrive à travailler avec eux, eh ben, ils vont nous aider. En tout cas, ils vont impacter à la fois les citoyens et à la fois leurs producteurs. Donc du coup, oui, on travaille avec eux. Alors comment on travaille avec eux ? On essaye justement de regarder, par exemple, de les inciter à travailler plus avec du local, de les inciter à travailler plus avec des certifications. J'ai parlé de FSC pour le poisson, pour parler de MSC, il y en a tout un tas d'autres, RSPO, etc. Enfin, vous connaissez ça. Donc, on les incite à ça. On les incite à éduquer le consommateur. On les incite à avoir un peu moins d'emballage. Ça, c'est pour un autre sujet qui est le sujet de pollution plastique. Voilà, on essaye de se donner des objectifs chiffrés. En se disant, par exemple, FSC, on va être à 10% en 2016, à 15%, etc. Et puis on va essayer comme ça, petit à petit, parce qu'encore une fois, les transitions, si elles sont violentes, c'est pas bon, c'est bon pour personne, mais on essaye de faire en sorte que petit à petit, la transition se fasse. Alors, il y avait des mains qui se levaient tout à l'heure. Oui. Oui, merci beaucoup. Sébastien Couvreur, je suis un ancien de l'Agro-Drenne aussi, mais plutôt spécialisé en production animale. Et je suis prof en élevage ici. Alors en fait, je suis assez d'accord avec vous sur le constat que vous avez fait sur l'élevage et la question de la durabilité du modèle. Mais ma question ne va pas porter là-dessus. Elle porte plutôt sur le fait que j'ai l'impression que l'action que mène WWF vise beaucoup le citoyen, en espérant changer le consommateur, vise beaucoup les politiques par des actions de lobby, la grande distribution. Et en fait, j'ai l'impression que moi, dans mon métier, la plupart du temps, on voit pas mal d'innovation et de prise de conscience chez les agriculteurs, et donc une vraie capacité sur le terrain à bouger et à rénover leur façon de faire. Et donc, il y a un écho. Et où je trouve qu'il y a un vrai verrouillage, c'est quelquefois dans l'accompagnement technique qui existe auprès des agriculteurs, où en fait, on a du mal
avoir évolué le conseil technique et donc finalement ce maillon entre l'agriculteur et potentiellement ce que vous appelez la grande distribution. Est-ce que WWF travaille avec ces entreprises, ces coopératives? Est-ce qu'il y a des actions qui visent justement à aussi pénétrer ces activités pour justement avoir un vrai travail de terrain, quoi? Alors on essaye, mais bon, on est quand même des nains en termes de nombre, hein. On est une très grosse organisation environnementale, ça veut dire qu'il y a 120 salariés, c'est quand même pas pour s'occuper de tout, hein. Donc c'est vrai que les gens qui chez nous s'occupent de tout ce secteur-là, c'est-à-dire de tout le secteur agroalimentaire, ils sont 5. Donc on fait ce qu'on peut, hein, mais donc je vous invite enfin je pourrais vous donner des coordonnées, je vous invite à les contacter. On essaye beaucoup justement de travailler en direct avec les groupements agricoles et avec les agriculteurs, parce qu'on pense que c'est de eux d'abord que va venir l'envie de changement et une partie des solutions. On ne peut pas être partout, malheureusement, mais voilà, s'il y a des opportunités, on peut essayer d'en faire plus. S'ils m'entendaient, les 5 en question, ils hurleraient parce qu'ils travaillent déjà beaucoup, mais voilà, on peut essayer d'échanger sur des pratiques. Je pense que vous connaissez le travail qu'on a fait. D'ailleurs, on n'était pas la seule ONG, il y avait un pool d'ONG avec l'Institut technique des bovins allaitants. On a fait un vrai boulot intéressant. Bon, ben voilà, on essaye de faire des choses, on prend des secteurs, on voit comment on peut faire. Malheureusement, on ne peut pas être partout, quoi. Tout au fond. Une autre question tout au fond de la salle. Bonjour, moi je suis paysan bio. Après avoir été un paysan très intensif, je suis paysan bio dans le Maine-et-Loire. Comment est-ce que vous expliquez que les états généraux de l'alimentation ont accouché d'une souris, alors qu'on était très nombreux à vouloir faire en sorte que ça change, et comment vous expliquez ça justement, qu'on n'a pas réussi à faire évoluer et à prendre les bonnes décisions? Et est-ce que le fait d'avoir changé, d'avoir écarté le plus mauvais ministre de l'Agriculture qu'on ait eu depuis 40 ans va faire qu'on va enfin pouvoir faire changer les choses? Voilà, ça c'est dit. Comment est-ce que je l'explique? Parce que la volonté politique n'était pas au rendez-vous et parce qu'il y a des gens qui défendent des modèles qui ne veulent pas voir changer. Là aussi, moi, je vais appeler un chat un chat. Aujourd'hui, le principal syndicat agricole se bat pour conserver quand même le plus possible le modèle qui existe. Et on a beaucoup de mal à les amener à changer, même si on discute avec eux, même si on n'a jamais rompu le contact avec eux, parce que c'est important. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont quand même figés et que du coup, comme ce sont évidemment une structure extrêmement influente, ils influencent énormément, y compris dans les hautes sphères du gouvernement et en particulier le ministère de l'Agriculture. Il ne vous a pas échappé que Nicolas Hulot a refusé d'aller clôturer les états généraux de l'alimentation parce qu'il a considéré qu'on s'était un peu fichu de lui, quoi. Et autant il y avait une vraie discussion et négociation à avoir sur toute la question, on va dire, des prix, de la commercialisation, etc., qui a eu lieu, autant la deuxième partie qu'on avait promis, j'allais dire globalement à la société, qui était justement l'évolution du modèle, elle n'a pas eu lieu, quoi. Alors elle est toujours en rade, donc on continue à se battre pour. Mais oui, bien sûr, c'est de même que je pense que les fabricants de produits en tout genre se battent pour qu'il n'y ait surtout pas d'interdiction et pour qu'on continue. Enfin voilà, les résistances de la société, les résistances au changement, elles sont vraies d'une manière générale. Et elles peuvent se comprendre parce que quand pendant 30 ans ou 40 ans on a fait quelque chose et puis qu'à un moment donné on va vous dire qu'il faut faire autrement, c'est un peu perturbant et c'est un peu compliqué. Voilà, et on est quand même dans un secteur où aussi, vous le savez tous, il y a des intérêts économiques extrêmement puissants, il y a des intérêts politiques extrêmement puissants. Donc tout ça est aussi, on n'est pas chez les bisounours et tout ça est quand même aussi parfois sous une forme un peu de combat, d'affrontement d'idées, hein, mais oui, moi je l'explique comme ça, hein, parce qu'il y a quand même encore et des intérêts et des économies et des choses qui sont en place qu'un certain nombre de gens souhaitent défendre.
Oui, après se lancer dans une transition, c'est toujours un moment qui est compliqué, inconfortable et qui est... Oui, mais alors la grande chance qu'on a, c'est qu'on peut la penser. La plupart des transitions que nous avons eues ont été des transitions subies. Et donc parce qu'on s'est trouvé tout d'un coup devant... voilà. Et là, ça fait quand même un petit moment qu'on discute de toutes ces questions, ça fait quand même un petit moment qu'il y a des solutions qui émergent et qu'on peut vraiment penser cette transition. Et c'est vrai pour l'énergie aussi. On peut penser ces transitions, on peut les organiser, on peut faire en sorte que, bien sûr, dans toutes les transitions, il y a des gagnants et des perdants. Mais on peut faire en sorte d'atténuer les effets. Par exemple, on dit évidemment, il faut le faire, qu'il faut fermer les centrales à charbon. Avant, il faut aussi reformer les gens qui travaillent aujourd'hui dans les centrales à charbon pour leur offrir autre chose. Donc voilà, donc on est quand même en capacité de le faire et ça, c'est notre responsabilité. Et ça, si on ne le fait pas, si on n'accompagne pas les transitions, c'est là qu'on est coupable, tous vis-à-vis les uns des autres, quoi. Donc je pense que c'est vraiment notre boulot, quoi. D'accord. Prenons une autre intervention, une autre question. Alors, tout au fond là-bas, au milieu et au fond, il y a deux questions. Oui, deux questions. On prendra les deux. Hein. 1, 2. Bonjour, Julien Leroy, je suis en 5e année en spécialité intégration environnementale et durabilité. Donc forcément, tous ces enjeux, ces problématiques me parlent et m'intéressent fortement. Du coup, de ce que je vois principalement, c'est qu'il y a beaucoup d'associations et beaucoup de choses qui sont faites tournées vers les consommateurs. C'est-à-dire des gens comme vous et moi qui sont conscients des enjeux et de tout ça. Et je me demandais pourquoi pas, à l'inverse, se tourner vers l'éducation au tout début, c'est-à-dire maternelle, primaire et collège, etc. Et d'avoir, comme on a des mathématiques, de français, et ben pourquoi pas avoir un cours environnement et finalement comment marche le monde, pourquoi est-ce que j'ai un steak dans mon assiette, comment est produit le pain, enfin ce genre de choses très basiques qu'à l'école finalement on nous enseigne pas tant que ça. Donc voilà, je voulais savoir ce que vous en pensez. Oui, alors on le fait aussi, ça fait aussi partie des missions de WWF, donc on a inventé des petits jeux par exemple pour que les enfants comprennent un certain nombre de choses, qu'on diffuse, qu'on propose à l'éducation nationale ou aux gens qui s'occupent des enfants. Je pense que vous avez raison, moi je trouve qu'en général les enfants éduquent assez bien leurs parents et que vous avez tous, si vous avez des enfants, vous savez tous combien ils sont prescripteurs d'un certain nombre de choses, donc le fait qu'à un moment donné, les enfants soient conscients d'un certain nombre de choses et posent des problématiques dans la famille, dans les discussions ou avec les copains, je trouve que oui, bien sûr, vous avez raison, ça fait changer les choses. Donc on le fait aussi. On n'est peut-être pas une organisation spécialisée là-dessus. Il y en a des organisations qui s'adressent spécifiquement aux enfants. Le seul petit bémol que je mettrais à votre raisonnement, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que on n'a plus trop le temps d'attendre que ces enfants-là soient grands. C'est-à-dire qu'en gros, la fenêtre de tir aujourd'hui, elle est de 20 ans, peut-être 30, et encore. Elle est plus grande maintenant, hein, parce que ça fait quand même, sur le climat, ça fait 40 ans qu'on traîne. Donc voilà, donc je suis d'accord avec vous, les enfants sont aussi à levier, puis c'est en général pour ça que les adultes sont prêts à faire des choses. Mais il faut quand même que les adultes se bougent tout de suite parce que sinon, ça sera compliqué pour les enfants, quoi. Bonjour, moi je m'appelle Clément, je suis en 4e année en majeure production animale à l'ESA. Et on vous a beaucoup entendu parler de pêche et de pêche durable. Et je voulais vous savoir, vous qui avez un rapport particulier avec la mer, qu'est-ce que vous pensez de l'aquaculture ? Alors c'est un grand sujet aussi. Bon, vous savez que maintenant un poisson sur 2 en gros vient de l'aquaculture, hein, donc ça impacte énormément. Là aussi, il y a des certifications, hein, il y a ASC par exemple, Aquaculture Stewardship Council, qui est aussi un label. Il y en a d'autres. Il y a des labels bio, je sais, en aquaculture. La question de l'aquaculture, c'est très bien d'élever des poissons. Moi, j'y vois aucun inconvénient. Par contre, certains types d'élevage sont là aussi très consommateurs d'effets de serre et très consommateurs de ressources.
Et donc, il y a beaucoup de travail à faire, par exemple, autour de la nutrition des élevages, de la concentration des élevages. Et par exemple, aller chercher en mer, faire ce qu'on appelle la pêche minotière, hein, qui est une pêche qui consiste à ramasser tout et n'importe quoi pour en faire de la farine pour nourrir nos poissons, ça, c'est pas un modèle très durable, parce que ça va énormément appauvrir les océans qui ont besoin de cette biodiversité, qui ont besoin qu'elle reste en mer pour aller nourrir des poissons. Par contre, on peut, et on commence évidemment à le faire, à imaginer de nourrir des poissons. Alors bon, il y a l'extensif, mais même si on parle de un peu plus intensif, peut-être pas autant qu'on le fait aujourd'hui, mais un peu plus, on travaille aussi sur des nouvelles solutions tirées par exemple des protéines végétales qui vont moins mobiliser les ressources marines, voilà, et qui vont... Donc voilà, moi je ne suis pas contre du tout le fait qu'on mange des poissons d'élevage. Par contre, là aussi, aujourd'hui, la plupart, pas la totalité, mais la plupart des élevages ne sont pas du tout durables. Je suis allé faire une mission il n'y a pas très très longtemps, par exemple au Chili, où c'est juste un désastre complet, quoi. C'est-à-dire que les animaux complètement serrés dans les cages se blessent, donc du coup... grand renfort d'antibiotiques, évidemment, on balance comme ça, puisqu'on ne peut pas les vacciner un par un. Ces antibiotiques impactent le milieu. Toute la nourriture et les déjections vont provoquer l'atrophie complète du milieu et il n'y a plus un gramme d'oxygène dans le sol et donc tout est mort. Dans les... Enfin, voilà, on a quand même de temps en temps des élevages qui sont vraiment extrêmement problématiques. Une question là devant. Vous pouvez lever la main à nouveau. Parce que, voilà. Bonsoir. Hervé Pillot, responsable de la Chambre d'agriculture et à la FNSEA, au niveau local. Bah si, il me faut l'assumer. Mais vous avez raison, monsieur. Je voudrais, mais également auteur de livres et conférencier, notamment dans ce qui concerne le numérique et l'agriculture. Il y a un sujet, une question que vous avez posée tout à l'heure sur la planète avec 9 milliards, 10 milliards d'habitants en 2050. Je voudrais un petit peu préciser les choses par rapport à ça. Actuellement, la moitié de la population de la planète est dans un cercle qui va du Japon, la Corée, la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est, où il n'y a pas de terre. En 2050, ils sont toujours la moitié avec 5 milliards et demi. La grosse différence, c'est l'Afrique qui passe d'1,1 milliard à 2,5 milliards. Donc 85% de la planète est entre Tokyo et Lagos. Les 2 tiers sont dans des villes qui se développent à un rythme où quand il faudrait à peu près $8 000 par habitant supplémentaire, on les développe à moins de $1 000. Comment on fait, par rapport à tout ce que vous dites, pour nourrir ces gens-là où ils sont, sans déclencher des crises et des combats terribles entre les gens? Oui, moi je pense que quand même, globalement, la relocalisation dans les pays, elle est une des réponses, elle n'est pas la seule, quoi. Mais de fait, vous avez raison, le pourcentage des gens qui habitent dans les villes ne fait que croître, et ne va faire que continuer à croître d'ailleurs. Mais en même temps, de pouvoir offrir des solutions où on permet de préserver des modèles agricoles qui gardent des gens sur les surfaces agricoles, parce que c'est des modèles qui continuent à demander de la main-d'œuvre, c'est aussi une façon d'empêcher les gens de venir s'entasser dans des bidonvilles. Et donc c'est aussi une façon d'essayer de limiter, on va dire, cet afflux. Parce que pourquoi les gens quittent les campagnes? C'est souvent justement en raison des modèles agricoles qui ont été développés. Donc du coup, évidemment, s'ils n'ont plus de boulot à la campagne, ils viennent ailleurs. C'est aussi en raison d'un certain nombre de désordres, et on l'a vu sur les questions climatiques, sur les questions, quand on a des sécheresses importantes qui durent, au bout d'un moment, les gens ne peuvent plus cultiver. Et donc tout ce qu'on va faire pour limiter le réchauffement climatique, qui va permettre de garder aussi des sols productifs, parce qu'on en perd des sols aujourd'hui, hein, on en perd partout le monde. Et je voudrais... faire le lien avec une initiative qui vient de démarrer, qui est une initiative extrêmement intéressante de l'ONU et de la division, on va dire, désertification de l'ONU, qui est justement basée autour de la mobilisation d'argent au nord, dans les pays du nord, de manière à redévelopper des modèles agricoles productifs et à récupérer en quelque sorte des terres. Enfin, vous avez l'air de connaître ce projet,
que nous avons énormément soutenu au niveau du gouvernement français pour que le gouvernement français investisse aussi là-dedans. Je crois que ça fait partie des réponses. Après, j'ai pas là non plus de réponse. Il n'y a pas une réponse complète, mais je pense que par exemple essayer de récupérer des sols qui aujourd'hui sont en voie de désertification, et il y a des techniques qui le permettent. On voit un certain nombre de choses qui se passent et qui se passent plutôt bien, sauf que ça demande une mobilisation financière à un moment donné. Je pense que ça fait partie des réponses. Il nous reste encore quelques minutes. On va peut-être prendre une toute dernière question. Alors devant... juste devant ici. Là. Ah, on court après le micro arrive en courant. Juste devant Isabelle. Voilà. Bonsoir, Jean-Marc Lézé, FRSEA Pays de la Loire. Ça ne vous étonnera pas si je ne partageais pas tout à fait votre point de vue sur la FNSEA tout à l'heure. D'ailleurs, si réellement on avait le poids que vous nous avez donné, la première partie des États généraux aurait abouti à quelque chose de beaucoup plus significatif pour le revenu des agriculteurs. Moi, je m'interrogeais sur la capacité, enfin, l'analyse qui va être faite de manière globale sur l'agriculture biologique. Je suis actuellement en conversion et les pratiques culturelles qu'on met en place justement pour cultiver nos maïs notamment nous obligent à passer beaucoup plus de fois avec le tracteur que quand on était avec les éléments qui sont condamnés aujourd'hui par la société. Quand on va analyser sous l'angle technique et notamment impact sur le climat, on va être très mauvais. Alors c'est quoi le bon système? Et puis accessoirement sur la valorisation, puisque c'était comme l'objet des États généraux, vous avez tout à l'heure dit que vous travailliez avec la grande distribution, vous en avez cité un. Il se trouve que chez ce distributeur-là, récemment, on a trouvé du lait biologique moins cher qu'un litre de lait conventionnel. Ça ne semble pas être la bonne voie. Et donc, est-ce que vous pensez réellement que ces distributeurs sont réellement dans la démarche que vous prônez, ou est-ce qu'ils ont un discours et des actes qui sont complètement opposés? Auquel cas, d'une manière générale, moi je crois que la production, elle se calera sur la consommation. On ne produit pas durablement quelque chose qui ne se vend pas. Et que si on produit ce qu'on produit aujourd'hui, c'est parce que c'est ce qui se consomme. Et que demain, c'est la consommation qui va faire le marché. Alors, il y a deux sujets. Sur le dernier, vous avez raison. Ce qui se produit, c'est ce qui se consomme. Et moi, je constate que le bio augmente de 15% dans la distribution tous les ans. Donc, je me dis qu'il faut produire plus de bio, puisque aujourd'hui, on est dans un déficit de la balance du commerce extérieur concernant ces produits. Donc voilà. À quel prix? À quel prix? Le problème de la distribution restera posé. C'est-à-dire que si demain, la pression reste la même que sur le conventionnel, on aura les mêmes effets. C'est-à-dire les revenus des agriculteurs sera mauvais. Je suis d'accord avec vous. Quand vous dites qu'aujourd'hui, on trouve du lait bio moins cher, etc. Et tout à l'heure, je disais qu'on n'est pas au pays des bisounours. Bien sûr, les distributeurs ont aussi leurs intérêts. Mais là encore, c'est aussi, on a quand même... on vote avec son porte-monnaie. On n'est pas forcément obligé d'aller au supermarché. Moi, je n'ai pas mis les pieds dans un supermarché depuis 10 ans. Je me porte relativement bien. Parce que effectivement, je pense que la question de la distribution, elle est centrale, vous avez raison, elle est centrale aussi dans le modèle, et que c'est un modèle global, et que je vois aussi que tout ce qui est circuit court, c'est quelque chose qui se développe énormément. En plus, je trouve ça intéressant parce que ça retisse ce lien qu'on avait finalement beaucoup perdu, avec, je dirais, le supermarché en écran, ce lien entre la consommation et la production. C'est-à-dire dans les circuits courts, on a affaire aux gens, souvent. Moi, je consomme aussi encore un peu de viande. C'est un gars à 30 bornes de chez moi, là, qui vient une fois par mois faire avec sa petite camionnette livrer les gens à La Rochelle. Et puis on achète ce qu'on a besoin pour le laisser au congélateur pendant 6 mois. Mais ça me fait plaisir de discuter avec cet éleveur. J'aime bien quand il me raconte ces trucs et je retisse un lien. Et je trouve que les circuits courts, ça peut permettre aussi ça. Mais je suis d'accord avec vous que du point de vue de la fixation des prix, c'est pas le bio qui est la solution. Le bio, il s'attaque à un autre
souci à une autre question, qui est la question de la préservation, de la biodiversité, voilà. Mais c'est pas le même sujet. Donc il faut pas, oui, mais il faut pas confondre les sujets. Ce sujet, le bio va le connaître, comme les agriculteurs conventionnels le connaissent, la question de la fixation des prix. Mais aujourd'hui, le bio travaille d'abord beaucoup en circuit court, et puis en plus travaille sur les questions de, encore une fois, de biodiversité et de modèle agricole purement. Donc voilà, je pense que, je ne sais pas si ça... Je ne partage pas tout à fait l'avis du bio qui s'enferme sur le circuit court. C'est-à-dire que si demain, le bio est condamné à ne s'adresser qu'au circuit court, c'est très réducteur. Actuellement, la grande distribution, c'est quand même 85 ou 90% de la distribution de l'alimentation. On est très très loin de mettre tout le monde en circuit court. D'ailleurs, je ne crois pas que demain, tous les Parisiens vont aller dans une ferme s'approvisionner. Donc, il va rester les circuits longs en parallèle. Et il ne faut pas que le bio soit réservé au circuit court. Sinon, c'est vraiment l'enfermer dans une fenêtre. Non, mais courte. je suis d'accord. Mais n'empêche que les circuits courts ont quand même beaucoup monté en puissance depuis une dizaine d'années. Et que c'est plutôt bien parce qu'en général, la rémunération des agriculteurs est meilleure. Donc voilà, moi je constate ça. Je ne vous dis pas que c'est 100%, mais je pense que c'est une voie qu'il faut quand même encourager parce qu'on est encore loin de la saturation, on va dire. Donc voilà, il y a encore des marges de progrès. Donc faisons-le. Alors, je reprends la parole. Le temps imparti pour cette conférence s'achève déjà. Je vous propose de poursuivre le débat peut-être après. Durant cette heure et demie, donc on a fait que soulever quelques aspects des enjeux et des défis de l'agriculture face au changement climatique. On a parlé production, alimentation, rendement, préservation de la biodiversité et des écosystèmes. Les enjeux, on l'a vu, sont multiples et concernent à la fois les citoyens, mais aussi les acteurs et les futurs acteurs du monde agricole. À l'ESA, il y a des équipes qui travaillent sur ces questions. Il y a des étudiants qui se préparent à pouvoir apporter des réponses aussi à ces défis. On l'a largement dit. Dans la société civile, grâce à des organismes comme le WWF, le grand public commence lui aussi à prendre de plus en plus conscience de ces enjeux. Merci donc à Isabelle Autissier pour d'y travailler avec le WWF et puis d'être venue nous en parler ici. Merci aussi à Maëlle, Quentin, Angélique et Victor d'avoir accepté de nous accompagner pendant toute la durée de la conférence. Et puis merci à Gérard Berthelot de nous avoir gratifié de ces dessins qui visiblement en ont fait sourire plusieurs pendant la conférence. On les a pas beaucoup vus nous, mais on regardera ça après. Et puis merci à vous aussi d'être venus ici ce soir et puis de nous avoir suivis aussi sur les réseaux sociaux, puisqu'on les voit pas, mais ils sont là apparemment. Je laisse le mot de la fin au directeur général de l'ESA, René Siret, qu'on va Moi, je voulais juste vous remercier pour la qualité de ce débat, la qualité des questions, que ce soit de la salle ou des jeunes. Donc vraiment, c'était très intéressant. Merci. Parfait. Merci à tous. Alors, je ne vais pas refaire un discours. Je ne vais pas repartir sur les débats, mais en tout cas, moi aussi, je tenais à vous remercier, chers étudiants, Isabelle, Juliette également pour l'animation, et puis vous tous, au travers de vos différentes questions, pour la qualité des échanges. Et effectivement, moi, je crois qu'aujourd'hui, on a parcouru de nombreux enjeux de l'agriculture en lien avec les grandes transitions. Ce que j'ai retenu, c'est qu'aujourd'hui, moi, je pense qu'on n'est effectivement plus à l'ère c'est la fin du climato-scepticisme. Il faut intégrer des mesures agroécologiques. Je pense qu'il est nécessaire aussi que l'ensemble des acteurs, du producteur, consommateur, en passant par les pouvoirs publics, qu'il y ait une prise de conscience réelle et collective. Et ce que j'ai retenu également, c'est qu'effectivement, il y a une transition à accompagner. Et il faut que, je dirais, un établissement tel que le nôtre, au travers de sa formation, au travers de sa recherche, accompagne, je dirais, cette transition. Et je dirais c'est notre mission quotidienne et ça sera notre mission de demain. Voilà. En tout cas, moi, je tenais à vous remercier encore une fois. Merci à tous. Et alors, avant de passer à la suite des événements, moi, je voulais
alors il y a un de nos administrateurs qui m'a grillé. Et effectivement, Isabelle, c'est aujourd'hui votre anniversaire. Voilà, donc je souhaitais, au nom du collectif, marquer quand même cet événement. Vous êtes en déplacement en permanence. Donc pour nous, c'était l'occasion, voilà, de vous remercier encore une fois et de vous souhaiter un joyeux anniversaire le 18 octobre 2018 à Angers, à l'ESA. Merci. Voilà, encore joyeux anniversaire. On vous garde le gâteau pour tout à l'heure. Bien. Voilà, sans transition, je vous propose de tous nous retrouver pour la suite des événements, notamment l'inauguration de notre bâtiment historique que nous avons réhabilité pour la formation. Également, donc, je dirais, on va se retrouver tous dans notre parc pour un cocktail d'accueil, également une succession de discours qui vont vous présenter l'histoire de notre école, l'histoire de ce bâtiment historique réhabilité et bien sûr l'ensemble de nos projets. Voilà, et puis ça sera aussi, je dirais, l'occasion de vous accueillir à nouveau tous, d'accueillir également notre maire, Monsieur Béchu, et président d'Angers-Loire Métropole. Voilà, encore merci, chers amis, j'ai vu plein de têtes, et vraiment un grand merci.